Guten Tag, bonjour et bienvenue dans Europa 2024, le podcast IFRI Surface Late des élections européennes. Nous avons couvert la campagne, décrypté les enjeux de ce rendez-vous démocratique et cette semaine, on se retrouve donc avec Jeannette Zus au lendemain des élections européennes du 9 juin 2024. Jeannette, vous êtes chercheuse au CERFA et à l'IFRI, on va faire le bilan ensemble. Bonjour à vous. Bonjour Christophe. Avec nous, à vos côtés, Olivier Costa. Bonjour Olivier Costa. Bonjour. Vous êtes membre du CEVIPOF et vous enseignez les institutions et politiques de l'Union européenne à Sciences Po. Victoire des conservateurs, léger recul des sociodémocrates, claque pour les libéraux et les écologistes, progression de l'extrême droite. Voilà les dynamiques de ces élections du 9 juin au niveau européen. Car c'est une élection à prendre dans sa globalité, nous allons le voir, comme nous allons aussi parler spécifiquement de la France et de l'Allemagne, où les partis politiques au pouvoir ont été largement sanctionnés et où l'extrême droite a très sensiblement progressé. Nous allons donc débriefer ensemble et on va commencer par le point marquant de ces résultats. C'est le très bon score de l'extrême droite, surtout en France, près de 40% si on additionne Reconquête et le RN. Un RN qui fait le double du score de Renaissance, le parti présidentiel, tandis qu'en Allemagne, on est à 16% pour l'AfD, au même niveau que les sociodémocrates. Alors, avant de rentrer dans le détail de ces chiffres, est-ce que cette percée de l'extrême droite, en Allemagne et en France, va changer quelque chose au rapport de force au sein du Parlement européen, Olivier Costa ? Oui, ça va changer quelque chose au rapport de force au sein du Parlement, mais je dirais à la marge. Il n'y a pas eu vraiment de révolution. On est dans une élection avec un mode de scrutin proportionnel. Il y a des résultats qui sont contrastés de pays à pays. Si on se focalise juste sur la France et l'Allemagne, on a l'impression qu'il y a une lame de fond de l'extrême droite, mais dans d'autres pays, comme par exemple la Finlande, l'extrême droite a reculé. Donc il y a une certaine progression de l'extrême droite, mais je dirais qu'il y a deux conséquences importantes pour nous. La première, c'est qu'on franchit une étape, presque un point de bascule, c'est-à-dire que cette montée de la droite conservatrice, eurosceptique, nationaliste et de l'extrême droite va commencer à rendre vraiment difficile l'obtention de majorité au sein du Parlement européen. On sait que depuis toujours, le Parlement européen est co-géré par les socialistes et les démocrates chrétiens, qu'ils ont progressivement perdu la mainmise sur le Parlement européen. Déjà lors des dernières élections, ils n'avaient plus 50%. Donc ils ont pris l'habitude de gérer avec les libéraux de 2019 à 2024. Et là, ça va être encore plus compliqué parce que maintenant, ils n'ont plus que 45% des voix. Et à droite, on voit émerger un grand bloc assez désordonné, pas forcément capable de proposer quelque chose. Et il y a des tentations du côté des démocrates chrétiens du PPE, notamment par exemple de Manfred Weber, le chef du groupe au Parlement européen, mais aussi d'Ursula von der Leyen, la présidente sortante de la Commission européenne, d'essayer de trouver des moyens de travailler avec une partie de cette droite conservatrice et eurosceptique pour pallier le déclin relatif de cette grande coalition entre socialistes, PPE et libéraux. Il y a une deuxième conséquence qui me semble très importante et peut-être plus importante encore, et elle n'est pas pour le Parlement européen, elle est plus pour le Conseil et le Conseil européen, c'est que ces résultats vont vraiment torpiller le couple franco-allemand, qui était déjà pas dans une forme olympique depuis quelques années, mais là, clairement, quelle va être la légitimité pour M. Macron, pour M. Scholz, de prétendre proposer des choses à l'échelle européenne, alors que tous les deux ont subi un revers électoral de première ampleur pour ces élections. Peut-être pour rebondir sur la question de la future collaboration entre les différents groupes, alors qu'il est vrai que d'un côté, on peut dire que cette coalition von der Leyen, cette majorité von der Leyen a réussi à se maintenir. De l'autre côté, comme Olivier Costa vient de le rappeler, il y a cette tentation de potentiellement collaborer avec au moins les conservateurs et réformistes, ce qui a été exclu pour l'instant. CRE, donc qui est l'autre groupe d'extrême droite au Parlement européen. Exactement, dont fait partie notamment Giorgia Meloni, qui est vraiment la chef de file des Fratelli d'Italia. Ce qui a été exclu pour l'instant, c'est une collaboration potentielle avec ID, donc cet autre groupe politique dont fait partie pour l'instant le Rassemblement national et dont faisait partie l'AfD, donc l'extrême droite allemande. Par contre, côté sociodémocrate, aujourd'hui, il y a eu un événement organisé par Politico et le secrétaire général des sociodémocrates a clairement exclu qu'il ne veut pas qu'il y ait cette Europe à la carte. Donc, même si il ne va pas y avoir
avoir de collaboration officielle ou officialisée par une majorité quelconque conclue par un contrat. Ils ne voudraient pas non plus qu'il y ait une Europe à la carte, ça veut dire cette collaboration qu'il y a déjà eu par dossier législatif, partiellement, lors de la dernière législature, comme on a pu le voir avec la remise en cause de certaines politiques environnementales, par exemple. Et donc, c'est vraiment la question comment les différents groupes vont parvenir en accord tous ensemble. Oui, parce que les alliances se faisaient et se défaisaient au gré des sujets qui devaient s'imposer et au gré des textes qui devaient passer. On va revenir sur l'avenir pour le Parlement européen en tant que tel et puis aussi pour la présidente de la Commission. Est-ce que Ursula von der Leyen va remplir pour 5 ans? Mais arrêtons-nous quand même un petit peu sur cette extrême droite. Vous l'avez dit, Olivier Costa, elle n'a pas fait un raz-de-marée partout en Europe, mais malgré tout, elle a fait des bons scores dans une grande partie de l'Union, Jeannette. Oui, exactement. Je mentionnais déjà Giorgia Meloni qui, de toute façon, joue un rôle tout à fait prépondérant et qui est maintenant vraiment considérée comme une actrice clé dans la future négociation de la reconfiguration de ce nouveau groupe et en ralliement potentiel d'autres partis. Par exemple, il y a des non-inscrits pour l'instant, notamment le Fidesz, et ça va être tout à fait décisif à quel point les partis déjà existants qui se regroupent donc au sein du CRE, donc conservateur réformiste, vont donner leur accord ou pas. Mais les autres pays, à part l'Italie où l'extrême droite a pu percer, c'est aussi la Belgique avec les nationalistes flamands et vraiment cette question aussi régionaliste séparatiste qui n'arrête pas de se poser pour les Belges, qui en plus ont voté aussi au niveau législatif. Et un résultat très concret, c'est que le Premier ministre belge a démissionné, Alexander De Croo. Mais puis on a vu aussi en Autriche, et bien sûr en Allemagne avec l'AfD, mais aussi en Autriche avec le FPE, en score tout à fait remarquable, avec un gain d'à peu près 10%. On a vu ce score très important de Jordan Bardella, de la liste de Jordan Bardella en France, Olivier Costa. Est-ce qu'on sait qui a voté RN lors de cette élection? Oui, on le sait. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment eu un élargissement de la base électorale du Rassemblement national. Historiquement, ce sont des gens qui sont plutôt dans la ruralité, qui sont des gens qui sont plutôt pas dans les classes les plus favorisées de la population. Mais là, il y a un changement. On commence à voter davantage pour le RN dans les grandes villes. Et on pourrait dire qu'il y a une forme de normalisation du Rassemblement national dans le paysage politique français qui fait que certains électeurs qui ne se voyaient pas voter pour l'extrême droite le font aujourd'hui de manière assez décomplexée. À ça, je vois deux explications. Premièrement, il y a eu une espèce de normalisation qui est liée à la fois au fait que la droite traditionnelle essaye de marcher un peu sur les plates-bandes de l'extrême droite, de reprendre un certain nombre de ces thématiques pour essayer de séduire ses électeurs, ce qui revient tout simplement à légitimer le discours des partis d'extrême droite. Et dans le même temps, on a aussi l'extrême gauche, en particulier la France insoumise, qui, par contraste, a donné une image de normalité au Rassemblement national. On le voit très bien à l'Assemblée nationale. Les députés du Rassemblement national ne font pas grand-chose. Ils sont là, ils sont polis, ils se tiennent tranquilles. Il y a eu quelques dérapages, mais relativement peu nombreux. Et à l'autre bout de l'hémicycle, on a la France insoumise qui organise le coup de poing permanent comme une espèce de stratégie. Et ça a contribué fortement à normaliser le Rassemblement national, qui historiquement était composé de gens qui venaient des crânes rasés, des skinheads, des anciens de l'Algérie, toutes sortes de gens pas forcément très recommandables. Et Jordan Bardella incarne très bien ce nouveau Rassemblement national, présentable, poli, avec son profil de gendre idéal. Donc il y a eu cette forme de normalisation du Rassemblement national. Et le deuxième facteur qui va aller jouer beaucoup, c'est que d'une certaine manière, le Rassemblement national s'est imposé comme le seul parti d'opposition pour le président Macron. Il n'y a plus d'espace politique entre Renaissance et le Rassemblement national, d'où le score vraiment très très faible des Républicains, le parti de la droite classique en France. Donc les citoyens qui sont déçus par Emmanuel Macron et par Renaissance sont fortement poussés à aller voter pour le Rassemblement national, à l'exception simplement des anciens électeurs du PS qui ont pu retrouver un candidat d'une gauche plus modérée, plus pro-européenne, raison pour laquelle Raphaël Glucksmann a fait un score tout à fait honorable hier soir. Vous le dites, hein, ce sont les déçus d'Emmanuel Macron et du parti présidentiel qui ont voté pour le RN, mais est-ce que c'est un vote de rejet ou un vote d'adhésion? Ou les deux?
Je suis pas sûr qu'on puisse faire cette distinction, qu'elle ait réellement du sens. Je sais pas si elle a du sens pour les électeurs non plus. Là, il faut voir qu'on était quand même dans un scrutin qui est un scrutin proportionnel, et il n'y avait pas de contrainte, sur les électeurs pour choisir un candidat qu'ils n'aimaient pas. Au contraire, on avait 38 listes. Donc on peut dire que les citoyens avaient vraiment l'embarras du choix, un seuil qui était de seulement 5%. Donc il n'y avait pas d'incitation, d'obligation au vote utile, comme ça peut être le cas, par exemple, pour un second tour d'une élection présidentielle. Donc les 30 et quelques pourcents de M. Bardella, c'est une forme de vote d'adhésion. Ensuite, que cette adhésion soit motivée par un rejet de la politique d'Emmanuel Macron ou par la faillite des partis classiques, c'est tout à fait possible. Mais je pense que cette distinction ne fonctionne pas réellement, et surtout que le discours qui est tenu par les partis de gouvernement ne fonctionne plus. Cette manière de dénoncer le Rassemblement national comme un parti qui serait un parti d'élus incapables, pas impliqués. Je pense que les électeurs qui votent pour le Rassemblement national, ça ne les dérange pas. Personne ne pense probablement que Jordan Bardella a été un député fantastique pendant les 5 dernières années. Chacun doit savoir qu'il n'a pas fait grand-chose au Parlement européen, mais là n'est pas le sujet. C'est un vote de protestation contre le gouvernement et la politique menée par Emmanuel Macron, comme une espèce de constat de faillite des partis traditionnels, et ça mêle très étroitement, je pense, de l'adhésion et du rejet. Voilà pour le vote d'extrême droite en France. Jeannette, en Allemagne, comment analyse-t-on le vote pour l'AfD, en faveur de l'AfD, qui a battu quand même un record avec ses 16 points? Oui, c'est vrai que pour la première fois, en fait, c'est vraiment le résultat le plus fort que l'AfD a eu au niveau fédéral, donc au-delà du niveau régional. Toujours est-il qu'il est à pondérer dans le sens qu'ils étaient crédités à plus de 20% il y a quelques mois, et donc ils sont redescendus, certainement aussi à cause de tous ces scandales qu'il y a eu autour des deux premières têtes de liste. Donc la tête de liste est le numéro 2 aussi sur la liste, Maximilian Krah et Peter Bistron. Mais ça leur a pas non plus vraiment porté préjudice apparemment, parce que ils ont, comme vous venez de le dire, remporté les élections comme deuxième force après les chrétiens démocrates. Donc les chrétiens démocrates, ils se maintiennent assez bien, à peu près 30%, mais juste après, il y a l'AfD, et ça, c'est tout à fait insolite. Donc ils sont devant, ils ont devancé en fait les sociaux-démocrates et aussi les Verts, qui avaient fait un très très bon score en 2019. Comment expliquer cela? Alors, ce qui est assez intéressant, justement, pour contraster peut-être un peu avec la France, c'est que quand on a posé la question aux électeurs de l'AfD si ce vote présente une sorte de sanctionnement par rapport au gouvernement actuel, ou si c'est vraiment par conviction en fonction des revendications politiques que prône justement l'AfD, c'est-à-dire une Europe nationaliste, ainsi de suite. Je rappelle qu'on a fait toute une émission là-dessus, un épisode. En fait, 70% des électeurs disent que c'est vraiment par conviction. Donc, c'est même pas pour sanctionner le gouvernement actuel, alors que pour l'autre électorat, ceux qui n'ont pas voté, donc justement pour les sociaux-démocrates, qui ont vu rétrécir leur score à peu près 15%, et aussi bien sûr les Verts qui ont massivement perdu, à peu près 8%, ces gens-là, ils ont vraiment sanctionné le gouvernement. Il y a un mécontentement par rapport au gouvernement actuel, alors que pour l'électorat AfD, c'est vraiment une adhésion au programme politique de l'AfD. En France, on voit quand même que la carte du vote en faveur de l'extrême droite est très homogène, hein. C'est vraiment tout le territoire, à l'exception des grandes villes. En Allemagne, c'est beaucoup plus clivé. On a une ex-Allemagne de l'Est qui vote extrême droite et une ex-Allemagne de l'Ouest qui vote plutôt conservateur. Donc c'est très, très clivé. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence? Oui, donc c'est dommage que quand on fait un podcast, on ne peut pas vraiment voir les cartes, parce que quand vous regardez la carte de l'Allemagne, vous voyez très clairement vraiment cette frontière. Ça correspond tout à fait à l'ancienne frontière en fait de l'ex-RDA en fait. Donc vous voyez que l'AfD a fait des scores flamboyants dans l'ex-RDA, dans tous les Länder de l'Est, dépassant souvent les 30%. En moyenne, c'est à peu près 28% pour tous les Länder de l'Est. Et bien sûr, on peut expliquer cela avec une adhésion particulière au programme politique de ce parti, et en même temps, justement, une baisse de popularité de l'ancien parti traditionnel qui émane de l'ancien parti communiste, Die Linke. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut accumuler à ce vote pour l'AfD les 13% qu'a fait le BSW, donc cette nouvelle alliance autour de la politicienne Sarah Wagenknecht. À l'échelle fédérale pour les élections européennes, elle a fait 6,5%. Ce qui est déjà remarquable. Mais en fait, quand on regarde juste les Länder de l'Est, c'est à peu près 13%. Donc ça veut dire, si vous accumulez ça plus l'AfD, ça veut dire que presque la moitié en fait, de la population en Allemagne de l'Est a voté pour des extrêmes.
Alors on a bien compris, qu'il y avait un rejet des partis au pouvoir, que ce soit Renaissance en France ou la coalition Feu tricolore en Allemagne, SPD, FDP et Grünen. Olivier Costa, c'est quoi qui est rejeté? C'est un programme? C'est une pratique du pouvoir? Qu'est-ce que veulent ces gens qui ont voté en France et en Allemagne hier? La situation est forcément complexe, mais le rejet des partis de gouvernement qu'on constate partout en Europe, ces partis ont du mal, et c'est la raison pour laquelle les socialistes et les démocrates chrétiens sont passés en l'espace de 20 ans de 65% des sièges au Parlement européen à 45%. C'est le sentiment que les partis traditionnels ont échoué à régler les problèmes qui affectent aujourd'hui les sociétés européennes. Ça s'inscrit vraiment, je dirais, dans une lecture très décliniste du monde dans lequel on est, un déclin socio-économique, un déclin culturel, un déclin environnemental, un déclin sécuritaire. Ce sont ces électeurs qui s'abreuvent en permanence de chaînes d'information qui vont parler uniquement de tout ce qui va mal sur la planète, qu'il s'agisse des questions environnementales, des questions migratoires, des attentats, des vieilles dames qui se font voler leur sac à main. Ça crée une sorte de paranoïa de l'électeur qui a le sentiment qu'il y a eu un échec généralisé des partis politiques de gouvernement ces 20 dernières années pour régler les grands problèmes auxquels on est confronté. C'est en partie vrai parce qu'on sait que nos sociétés et nos systèmes politiques sont confrontés à des problématiques qui sont vraiment importantes. Et il n'y a pas que les partis populistes pour le dire. Les partis traditionnels et de gouvernement sont aussi là pour dire le monde dans lequel on vit à l'échelle globale est devenu plus dangereux, la Russie n'est pas amicale, on ne sait pas ce que veulent les Chinois, les Américains vivent de leur côté et ne s'occupent plus trop de ce que nous faisons. Il y a des enjeux liés au dérèglement climatique, il y a des enjeux liés aux migrations climatiques, il y a un modèle socio-économique européen qui est en crise. Il y a cette idée aussi que pour la première fois dans l'histoire européenne depuis la Seconde Guerre mondiale, on craint fortement que la prochaine génération vive moins bien que la précédente. Donc tout ceci nourrit cette défiance vis-à-vis des partis politiques traditionnels, et c'est l'argumentation très simple consistant à dire on n'a jamais essayé l'extrême droite, eux ont un certain nombre de propositions à nous faire, peut-être qu'elles sont frustes et simples puisqu'ils mettent tout sur le dos des migrants ou des institutions européennes, mais ça n'a pas été testé et on veut en faire l'expérience comme une sorte de dernière chance. Et c'est en ce sens que le pari que fait Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale est assez dangereux parce que j'imagine qu'il pense à un sursaut républicain des électeurs qui reviendraient à la raison, qui ne voudraient pas prendre le risque du Rassemblement national, mais je ne suis pas aussi confiant que lui dans ce calcul, et il y a un vrai risque de voir arriver le Rassemblement national au pouvoir en France. En Allemagne, c'est, même question que pour Olivier Costa. C'est un refus de la pratique du pouvoir ou des idées mises en avant par la coalition tricolore? Je dirais vraiment les 2, parce que ce qui est clair, c'est que, il y a un taux d'approbation de ce gouvernement, actuel, je le rappelle, qui est donc, composé de 3 partis, ce qui est une situation aussi tout à fait inhabituelle pour l'Allemagne. C'est la première fois qu'un gouvernement a dû être constitué à base de 3 forces qui sont justement très, très, très différentes. Donc les libéraux, démocrates, la FDP, les sociaux-démocrates et les Verts. Et en fait, ce taux d'approbation, il s'élève seulement à 22%. Donc, c'est, un taux, très faible. En même temps, il y a eu vraiment des décisions politiques plutôt impopulaires en Allemagne qui ont certainement dû coûter cher au gouvernement actuel. Je pense notamment à cette fameuse décision avec les voitures à moteur thermique, ce qui a été bloqué plutôt par les libéraux à l'échelle européenne, la sortie des voitures à moteur thermique d'ici 2035. Je pense à l'abolition en fait des chauffages à base d'énergie fossile, ce qui a été globalement nommé par la loi chauffage, où les citoyens avaient l'impression que cette transition écologique, pour laquelle en même temps ils ont bien voté justement en 2019 avec pendant les élections européennes, à l'époque, le pacte vert qui a été mis en place, chapeauté aussi par Ursula von der Leyen, que cette transition écologique, il faut la financer, mais il ne faut pas non plus qu'elle se fasse au coût de la population, et qu'il faut justement prendre au sérieux aussi les besoins des gens et rendre les coûts de vie accessibles. Il faut rappeler que l'Allemagne est entrée en récession pour la première fois depuis des décennies. Donc c'est une situation aussi sur le plan économique où l'Allemagne se retrouve un peu
relégués au second plan, avec une économie qui est extrêmement dépendante, bien sûr, des exportations. Donc, on a fait tout un épisode sur le commerce extérieur de l'Allemagne. Donc, tout ça, en fait, expose l'Allemagne à certaines vulnérabilités. À cela s'ajoute la guerre en Ukraine, donc ce sentiment d'insécurité que Olivier Costa a évoqué. Et bien sûr, aussi, la question épineuse, en fait, du système d'immigration et du fameux slogan de l'ancienne chancelière Angela Merkel, Was wir schaffen das, où les communes, notamment donc au niveau communal, se voient contraintes d'avoir des capacités vraiment limitées d'accueil. Et donc, tout un discours dont a massivement profité la CDU, en fait, pas seulement l'AfD, mais aussi encore la CDU, qui a réussi à capitaliser sur ces thématiques-là, avec un peu plus ces revendications dans le law and order, donc une politique d'ordre, d'immigration. Mais tout ça fait que cette coalition, qui se voulait justement être une coalition très progressiste, en Fortschrittscoalition, on disait dans nos contrats de coalition, a dû se revoir un peu sa popularité en baisse. Olivier Costa, une question sur les conservateurs qui sont la première force donc, du Parlement européen, qui sont le premier parti arrivé en tête en Allemagne et qui ne font que 7,24%, ce qui n'est pas un excellent score pour François-Xavier Bellamy. C'est un mauvais score historiquement. Si on regarde la progression, les républicains, ce sont quand même les héritiers du RPR, de l'UMP, qui sont des partis qui ont dominé la vie politique française depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est un mauvais score, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'espace politique pour les républicains entre Renaissance et le Rassemblement national. Le Rassemblement national, je l'ai dit, qui a une image normalisée. Attention, je ne dis pas que ce n'est plus un parti d'extrême droite, car ces idées restent des idées d'extrême droite, mais une forme de normalisation de l'aspect du parti, du profil de ses candidats. Et on a aussi d'un autre côté une droitisation très forte de l'action du gouvernement ces dernières années, de sorte qu'il n'y a plus de place entre Renaissance et le Rassemblement national. Mais moi, ce qui me marque pour faire suite à un propos de Jeannette Zus sur les écologistes, c'est ça l'autre grande leçon de ces élections, c'est le déclin très fort du groupe écologiste au sein du Parlement européen. En France, le nombre de députés écologistes a été divisé par 2 et dans beaucoup d'autres pays, ils ont vraiment vécu un revers. Et là, c'est un changement important pour le Parlement européen parce que les Verts n'ont jamais eu un grand poids numérique au sein du Parlement européen, mais ils étaient dans une position de pivot qui leur donnait beaucoup d'influence. Et ça a été dit, Ursula von der Leyen, bien que venant du PPE, a placé le pacte vert au centre de son programme en 2019 pour essayer de rallier les voix de certains écologistes et les socialistes à son programme. Et ça, c'est fini. Parce qu'il y a eu effectivement l'impact d'un certain nombre de décisions écologistes. Jeannette l'a dit, par exemple, la loi sur le chauffage en Allemagne, mais on peut penser aussi à la perspective de sortie de l'automobile à moteur thermique, au coût des énergies, un certain nombre de mesures qui ont été jugées comme impopulaires par les citoyens ou aussi par des lobbies très puissants et très actifs à Bruxelles qui ont été trouver des relais au Parlement européen. Il y a un deuxième enjeu qui est l'enjeu de l'image des écologistes qui a été aussi beaucoup brocardé par un certain nombre de médias populistes, ces images de jeunes gens qui vont aller jeter de la soupe sur des tableaux de Picasso et se coller les mains au sol ou alors s'asseoir sur les autoroutes pour empêcher les gens d'aller circuler. Et enfin, et c'est remarquable, le fait que l'extrême droite, cette année, a fait fortement campagne pas simplement sur le thème de l'immigration, qui est son sujet favori, ou celle du pouvoir d'achat, mais aussi contre l'écologie, contre les partis environnementalistes. C'était pas du tout le cas en 2014 ou en 2019. Et là, on a vraiment des partis à la droite de la droite, chez les conservateurs européens ou chez le groupe Indépendance-Démocratie de l'extrême droite, qui ont parlé énormément des écologistes, les présentant comme des hurluberlus, comme des terroristes, comme des wokistes. Et tout ça a été très préjudiciable aux Verts, qui connaissent donc un grand recul dans de très nombreux pays. Le recul des libéraux qui se marque aussi au Parlement européen, est-ce qu'il est dû principalement au recul des libéraux français ou est-ce que c'est une tendance plus générale en Europe, Olivier Costa? C'est une tendance plus générale en Europe et qui d'ailleurs a été prévue. On a eu une espèce de moment libéral en 2019 et je pense qu'Emmanuel Macron, quand il a été élu en 2017, s'imaginait qu'on allait voir fleurir un peu partout en Europe des partis libéraux
comparable à La République en marche ou Renaissance aujourd'hui en France, qui utiliserait un petit peu la même stratégie. L'idée étant de capitaliser au centre sur un électorat pro-européen et globalement confiant dans la globalisation, à la fois à gauche et à droite. C'est ce que Macron a fait en prenant des électeurs chez les socialistes et chez les républicains pour créer une force politique au centre. Simplement, le grand tournant libéral n'a pas eu lieu. Il s'est retrouvé un petit peu seul et on voit que c'est fini et que le groupe libéral au Parlement européen va revenir à une taille qui était plus traditionnellement la sienne. Un groupe influent, encore une fois, parce qu'il est dans une position de pivot, mais je pense que c'est une grande déception et qui va bien au-delà de l'échec des députés Renaissance en France. Juste peut-être une petite nuance par rapport aux eurodéputés allemands. En fait, le FDP, alors que ça pourrait peut-être étonner les observateurs politiques, a plutôt fait bon score, relativement parlant, c'est-à-dire qu'ils ont seulement perdu 0,2% de voix, donc ils sont restés à 5,2 et ils peuvent donc maintenir leurs 5 eurodéputés. Après, d'un point de vue changement de pouvoir au sein de ce groupe libéral centriste, peut-être pour reprendre ce qu'a dit Olivier Costa, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un peu une sorte de rééquilibrage entre les différentes délégations, parce que c'est vrai qu'en 2019, cette nouvelle délégation macroniste a tout à fait pu s'imposer en fait au sein de Renew, a vraiment pu dicter le temps, même s'il y a bien sûr une certaine méfiance, parce qu'ils ont dû d'abord faire leurs preuves, on ne les connaissait pas. Mais en fait, il s'est avéré que même si, par exemple, Valérie Ayé, qui était la tête de liste des macronistes, a été fortement appréciée par ses collègues, cette bonne intégration en fait, de la délégation française, elle n'a pas payé auprès des électeurs en France. Et c'est pour ça qu'il va y avoir très probablement une influence beaucoup moindre de la France par rapport aux autres délégations. Mais les libéraux allemands, alors qu'ils ont été beaucoup critiqués justement au sein de la coalition pour leur politique, qui est plutôt considérée comme une politique qui bloque souvent les décisions, notamment à l'échelle européenne, je mentionne déjà ces décisions de fameux voitures à moteur thermique, n'ont pas été considérablement sanctionnées par l'électorat allemand. Dernière force en présence, l'extrême gauche. En France, Manon Aubry a fait mieux que ce que lui prédisaient les sondages il y a quelques semaines. On va quand même commencer par l'Allemagne avec Sarah Wagenknecht, qui était une candidate inédite, avec une alliance inédite, la BSV. Elle a fait plus de 6%, 6,2%. J'imagine que c'est une victoire pour elle. À qui est-ce qu'elle a pris des électeurs, Jeannette? Il s'agit tout à fait d'une ascension fulgurante, en espèce de quelques mois seulement, parce qu'il faut rappeler aussi que ce parti a été créé seulement en janvier 2024. Elle a fait, comme je le disais déjà, un très très bon score, encore beaucoup plus haut qu'à l'échelle nationale moyenne dans les anciens Länder de l'Est, avec à peu près 13%, comme je disais. Mais elle a un peu pioché vraiment dans l'électorat de tous les partis. Donc il y a un fort changement de vote, par exemple venant des sociodémocrates, avec à peu près 600 000 électeurs qui ont voté du coup pour Sarah Wagenknecht. Mais il y a aussi des électeurs de la CDU-CSU, avec 260 000 électeurs qui ont voté pour l'Alliance, ou bien aussi les Verts, ce qui est assez étonnant, à peu près 150 000. Bon, c'est beaucoup moins que les autres électeurs, mais tout de même, c'est assez frappant que justement ce parti a réussi à s'implanter, c'est la question si ça va être durable ou pas, dans le paysage politique allemand. Et comme il va y avoir les élections régionales, en fait, notamment dans les Länder de l'Est, c'est sur ça qu'a misé Sarah Wagenknecht, qui vont avoir lieu donc cet automne, à partir de septembre. Et donc, elle a vraiment su utiliser les élections européennes comme tremplin pour ces élections régionales qui arrivent. Je le disais, hein, Manon Aubry a fait un bon score, presque 10%. Pourtant, on est bien loin des 31,47% du Rassemblement national. Elle n'a pas su attirer vers elle les voix d'opposition à Emmanuel Macron, Olivier Costa. C'est ce que vous nous disiez au début, c'est parce que la France insoumise n'est pas normalisée, contrairement au Rassemblement national. Elle fait peut-être trop de bruit dans ses prises de position, ou c'est peut-être les positions pour Gaza qui ont gagné des électeurs. Comment vous analysez, vous, cette difficulté à capter toute la colère française? Bon score, mauvais score, c'est compliqué de le dire. Elle fait un meilleur score que ce que les sondages lui prévoyaient, mais il faut rappeler que Jean-Luc Mélenchon a fait 22% au premier tour de la présidentielle en 2022, donc tout dépend de ce qu'on considère. LFI a fait le choix, depuis 2022, d'être dans une stratégie très agressive pour essayer, donc, vous l'avez dit, de capitaliser sur la colère des citoyens, mais c'est une stratégie qui rencontre deux limites. Premièrement, l'idée est de récupérer peut-être une partie de l'électorat qui va voter au Rassemblement national, mais ça ne fonctionne pas parce que ce sont des codes qui leur conviennent pas nécessairement.
Et quand on est dans une stratégie aussi jusqu'au boutiste dans le comportement, on rencontre très vite des limites. Ils ont fait une campagne très créative en utilisant beaucoup l'Assemblée nationale comme un terrain de jeu pour faire cette campagne sur les élections européennes qui a été entièrement focalisée sur la question de Gaza. Ça a fonctionné pour mobiliser une partie de l'électorat qui est très sensible à cette question, la question de la cause palestinienne. Ça a probablement fonctionné pour mobiliser aussi un électorat qui traditionnellement vote très peu, pour le dire vite, l'électorat des banlieues, qui est un électorat qui, pour partie, est musulman ou se sent proche de l'islam. Mais à chaque fois que la France insoumise gagne quelques électeurs de ce côté-là, ils en perdent de l'autre côté, du côté de l'électorat de gauche qui est plus modéré. Et donc, si Madame Aubry fait seulement 10% et pas 22 comme Mélenchon, c'est parce que Glucksmann a fait 14. Alors que pour les présidentielles, Anne Hidalgo avait fait 1,5. Donc, il y a une espèce de vote utile qui fonctionne, qui ne fonctionne pas selon les configurations. Maintenant, la grande difficulté dans laquelle se trouve la France insoumise, c'est la stratégie pour la suite. Est-ce qu'il est possible d'avoir à la fois un discours très très radical et de promouvoir l'alliance de toute la gauche? Je ne le crois pas, et ça va se poser très très concrètement, puisque aujourd'hui même, les députés de la gauche française ou les responsables des partis de la gauche française sont en négociation pour savoir quelle va être la stratégie pour les élections législatives qui s'annoncent très vite en France, avec une sorte d'équation impossible. Soit on a une union de toute la gauche et on perd une partie des électeurs qui vont retourner voter pour Macron, pour le Modem ou que sais-je, soit ils y vont en ordre dispersé et ils s'interdisent d'aller au second tour parce qu'ils vont se prendre des voix les uns aux autres. Vous l'avez dit, Olivier Costa, des élections législatives vont être organisées en France. Ça a été la réponse d'Emmanuel Macron à sa défaite aux européennes, une dissolution. Comment Olaf Scholz, le chancelier allemand, lui, a réagi à sa défaite en Allemagne? En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que, Olaf Scholz, il a plutôt renoncé à commenter directement, cette défaite. Il a été observé de façon plutôt souriante, lors de la «fête» entre guillemets, électorale, dimanche soir. En même temps, il y a eu, le porte-parole pour le gouvernement, allemand, Steffen Hebenstreit, qui a dit lors d'une conférence de presse qu'il est hors de question, de dissoudre le Bundestag, donc l'assemblée, législative de l'Allemagne. Donc, on ne peut pas vraiment assister au même débat en Allemagne qu'en France. Il faut rappeler aussi que le SPD est suivi en échec, mais c'est à peu près le même score qu'elle a déjà eu en 2019. Donc en fait, elle a déjà fait un score historiquement bas en 2019 et maintenant, elle se retrouve à peu près au même niveau. Donc elle n'a pas non plus vraiment régressé davantage, mais il s'agit bien sûr d'un score tout à fait lamentable à ses yeux. Et donc le secrétaire général Kevin Kühnert a déploré bien sûr ces élections et a dit qu'il faudrait que le gouvernement se retrouve pour notamment parvenir à des accords pour les décisions qui sont tout à fait importantes dans les semaines à venir, notamment acter d'un nouveau budget en fait pour l'Allemagne. Donc les discussions s'annoncent assez compliquées au sein de ces différents partis qui font partie de cette coalition tripartite. Et c'est notamment les libéraux aussi qui ont dit qu'il faudrait tirer des conclusions de cette défaite, mais on ne sait pas encore vraiment ce que cela veut dire parce que, encore une fois, une dissolution a été exclue systématiquement. Vous nous avez brossé en début de podcast le portrait de ce nouveau Parlement, Olivier Costa. Ça veut dire quoi, ce nouveau Parlement qui finalement ressemble par grands traits à l'ancien? Ça veut dire qu'on va repartir pour 5 ans avec les mêmes coalitions, avec Ursula von der Leyen toujours à la tête de la Commission. Elle a toutes les chances d'être élue avec une coalition de libéraux, de sociodémocrates et de conservateurs. Ça ne va pas changer ça? Oui, ce trio limite, comment dirais-je, l'échec. Ils s'attendaient à être beaucoup plus bas qu'ils ne sont. Au total, ils sont autour de 400 sièges pour les socialistes, les libéraux et le PPE, ce qui est pas mal. Alors la vraie difficulté pour l'élection du président de la commission, c'est cette drôle de chose qu'il y a dans les traités, le fait qu'on dit que le président ou la présidente de la commission doit être élu par le Parlement à la majorité des membres et pas à la majorité des votants. 720 députés, ça veut dire 361 voix, et il faut trouver 361 députés qui votent oui pour approuver la nomination du président de la commission. Les abstentionnistes s'opposent, les absents s'opposent aussi. Et c'est vraiment pas facile. Et on sait que Madame von der Leyen, en 2019, alors qu'elle bénéficiait d'une coalition plus solide que celle qu'elle a aujourd'hui, n'avait réuni que 9 voix de plus que le seuil nécessaire. Et donc, beaucoup de gens s'interrogent aujourd'hui sur sa capacité à trouver cette majorité de 361 voix. Et c'est pour ça qu'elle a envisagé la possibilité de discuter peut-être avec Madame Meloni, qui chapeaute le groupe ECR, celui des conservateurs eurosceptiques les moins extrêmes. Mais évidemment, ça a suscité des réactions très négatives
dans les autres partis, et du côté de Renew et des Verts et des socialistes, on a déjà dit la semaine dernière qu'il était hors de question de travailler avec le PPE si le PPE comptait travailler avec le groupe ECR. Donc là, on est dans une configuration très complexe. Moi, je pense que le plus probable, c'est que le PPE soutienne Madame van der Leyen pour être à la tête de la Commission européenne, tout simplement parce que le PPE a l'habitude d'avoir la présidence de la Commission. Ils l'ont maintenant depuis 20 ans, que c'est un peu le joyau de la couronne, et que si c'est pas Madame van der Leyen, si c'est un autre candidat, eh ben ça sera plus le PPE qui aura la présidence de la Commission. Donc je pense qu'ils vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour que Madame van der Leyen soit désignée comme candidate par le Conseil européen. Elle ne le sera que si elle prouve d'une certaine manière qu'elle est capable d'obtenir les 361 voix, parce que le Conseil européen n'a pas envie de subir un échec devant le Parlement européen et d'ouvrir une crise institutionnelle. Et donc, je pense qu'il y a de bonnes chances que Mme van der Leyen revienne aux configurations politiques classiques, PPE plus Renew, plus socialiste, peut-être quelques Verts, ou les plus modérés parmi les ECR, et que le projet d'avoir une coalition à droite entre le PPE, ECR et peut-être le groupe Identité Démocratie, celui du Rassemblement national, ce projet-là va être mis au placard. Moi, je crois néanmoins que sur un certain nombre de sujets, on va voir réémerger cette coalition des droites. Manfred Weber n'y est pas hostile, Madame von der Leyen y a pensé, Madame Meloni est assez favorable à cette idée-là, par exemple sur la question migratoire ou sur les questions environnementales ou certaines questions de société. Je ne serais pas surpris de voir émerger sur certains votes cette grande coalition de la droite. Alors, ça a été dit tout à l'heure par Jeannette, on vote au Parlement européen dans différentes configurations selon les sujets, mais ce qu'on n'a jamais eu, c'est cette grande coalition de la droite qui implique les députés d'Identité Démocratie, donc l'extrême droite menée notamment par le Rassemblement national, et qui a toujours été exclue de tous les schémas et de toutes les négociations. Un grand changement au Parlement européen serait le fait que le groupe Identité Démocratie soit invité à un certain moment à la table des négociations. Mais là, les avis sont très divisés au sein du PPE sur cette question. Dernière question, Olivier Costa. Est-ce que si, à l'issue de la législative qui s'annonce, le RN remporte la majorité à l'Assemblée et que nous avons un gouvernement RN en France, est-ce que ça va avoir un impact sur notre relation avec l'Union européenne? Est-ce que ça peut avoir un impact aussi sur les institutions européennes, ce changement de gouvernement? Oui et non. Je pense que si cela arrivait, Emmanuel Macron serait en situation de cohabitation et comme François Mitterrand à l'époque ou Jacques Chirac, il se replierait sur son domaine réservé. Son domaine réservé, c'est les questions internationales et européennes. Et là, il y aurait clairement un deal entre lui et le gouvernement pour dire l'international, c'est moi qui m'en occupe. Et donc, on ne devrait pas avoir de bouleversement majeur de la politique européenne de la France. Par contre, la France ne serait plus en situation de faire de grandes propositions pour une réforme des traités, pour accélérer l'élargissement, pour lancer la défense européenne. Et là, clairement, ça refroidirait un petit peu l'ambiance. Donc moi, je n'imagine pas que l'intégration européenne soit démantelée dans les années qui viennent par l'arrivée possible de l'extrême droite en France ou dans d'autres pays, mais simplement que l'intégration européenne stagne, qu'on en soit à simplement gérer les politiques qui existent et dont certaines plaisent d'ailleurs à l'extrême droite, si on pense à la politique migratoire, mais qu'il n'y ait plus de possibilité de faire des progrès vers l'élargissement, vers la réforme des traités, vers la défense européenne, substituer l'Union européenne à l'OTAN. Tout ce genre de projet requiert qu'il y ait des gens mobilisés pour cette question. Et si l'extrême droite continue à avoir des succès éclairants en Europe, surtout dans un pays aussi influent que la France, et peut-être un jour en Allemagne, que sais-je, là, ça aurait cet effet un petit peu de stagnation sur l'intégration européenne. Outre ces grandes questions à l'échelle européenne, mais évidemment pour le tandem franco-allemand, ça aurait un impact tout à fait néfaste, bien évidemment avec le RN au gouvernement, parce qu'il faudrait aussi se poser la question si c'est pas que le Premier ministre qui sera échangé, mais aussi bien sûr d'autres membres du gouvernement. Et à ce moment-là, on parle vraiment d'autres domaines politiques qui seraient concernés. Et donc il y a tout un agenda en fait de différentes portefeuilles ministériels qui a été esquissé en agenda franco-allemand très récemment avec la visite d'État Emmanuel Macron qui était suivi par le Conseil des ministres franco-allemands. Et même si même les RN se montrent ouverts
Est-ce qu'on collabore entre Européens, par exemple, quand il s'agit de l'intelligence artificielle ou les projets industriels? Par exemple, tout ce qui est la politique de la défense, l'Europe de la défense, la haine a clairement dit, nous, on ne veut pas. On ne veut pas ça. On veut vraiment garder cette souveraineté nationale. Et donc, tous ces projets qui ont été amorcés entre la France et l'Allemagne, donc je pense au projet d'armement commun, on a fait un épisode sur justement l'Europe de la défense, ça serait mis en stand-by, ça serait bloqué par cette force politique. Donc, ça serait vraiment problématique et néfaste pour les relations franco-allemandes, un peu plus au quotidien et à travers des projets concrets. Merci Olivier Costa pour vos analyses et vos explications. Merci Jeannette pour cette série de podcasts Europa 2024 pour cette élection donc, qui a eu lieu ce 9 juin. Quant à nous, on se retrouve très vite dans le monde devant soi avec Alain Frachon et Jean-Marie Colombani pour poursuivre le débrief de ces élections européennes et voir l'impact que ça peut avoir sur les relations géopolitiques. Merci à tous les deux et à très bientôt.